La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Sans mentir, qui ne regarde jamais la carte des desserts au début du repas ? Parce que oui, c'est dès le départ qu'on doit susciter chez les gens l'envie de prendre un dessert. Et je sais pas vous, mais moi je dois avouer que quand aucun dessert ne me fait vraiment envie, alors que je suis la première gourmande, je suis toujours un peu déçue. C'est justement pour éviter ce genre de moment que Brian s'est lancé un défi, montrer à tous et à toutes qu'un dessert peut être simple et délicieux. Au quotidien, il forme donc des amateurs et des amatrices et des professionnels au vrai goût des bonnes choses. Au menu de cet épisode, tout passe d'abord par des produits de qualité que l'on doit aller chercher directement chez les producteurs et les productrices proches de nous. Commencez simple pour comprendre et apprendre. Rien ne sert de vous lancer dans une pâte feuilletée si vous ne maîtrisez déjà pas la pâte sucrée. Et ensuite, il faut s'amuser mais en comprenant. Pourquoi est-ce que ces aliments réagissent de telle ou telle manière ? Pourquoi est-ce que la fraise et la lavande, ça va très bien ensemble, mais le citron et la lavande, beaucoup moins ? Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Brian, Et bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Une belle journée parisienne, ça fait plaisir. C'est vrai, il fait beau. Pour commencer, je te propose de revenir toi sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? Alors quand j'étais petit, moi mon dessert vraiment fétiche qui me faisait saliver dès que je passais devant une boulangerie ou une pâtisserie, c'était ou l'éclair au chocolat ou l'éclair café. C'est vraiment les choses les plus simples. Mais c'était vraiment ce qui me donnait vraiment le plus envie parce que on pouvait le manger vraiment sur l'instant sans se dire comment le couper ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on pouvait l'acheter, le manger dans les 10 secondes qui suivent. Et c'est vrai que bon, comme je suis quand même assez gourmand, c'était vraiment mon petit péché mignon. Et est-ce que c'est encore quelque chose que tu aimes bien refaire justement aujourd'hui, l'éclair ? Ouais, vraiment tout ce qui est à base de pâte à choux, j'aime beaucoup. Ouais. L'éclair, même le Paris-Brest, vraiment le retravailler, vraiment avec cette gourmandise, ce praliné, le dérivé, pas forcément noisette, mais avec d'autres fruits secs. J'aime beaucoup travailler autour de la pâte à choux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez libre. On peut vraiment, on a une base et après derrière, on peut vraiment s'amuser et faire ce qu'on veut, quoi. Et en même temps, est-ce qu'un éclair, parce que du coup c'est quand même assez limité comme taille, oui. Du coup à quel point est-ce que tu peux t'amuser ? C'est surtout au niveau des goûts. Après c'est sûr qu'au niveau de la texture, on peut pas non plus faire, et encore, quoique on peut s'amuser sur le dessus, essayer de dresser un peu un éclair un peu façon dessert à l'assiette avec avec des éléments un peu plus différents. Mais c'est vraiment au niveau des goûts, des épices. Pourquoi pas un peu l'assaisonner un petit peu, faire un éclair au chocolat avec un peu de pourquoi pas un peu de poivre, un peu avec du piment, avec même un peu de fleur de sel ou alors plusieurs épices, un peu de pourquoi pas un peu de curcuma, voilà, essayer d'assaisonner aussi ces crèmes, ces glaçages. Ça, même la pâte à choux, on peut l'assaisonner, on peut mettre un peu de cannelle, on peut mettre un peu de fleur d'oranger. Donc voilà, essayer de donner du goût et du relief à quelque chose de très simple. Et toi, c'est quoi là, aujourd'hui la revisite que tu as faite qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus plu, ou justement tu t'es le plus amusé avec un éclair ? C'était un éclair pour un festival mexicain, c'est un festival Que Gusto. Donc c'est un festival qui allie la France et le Mexique. Okay. Et j'avais fait en fait un dessert qui, pour moi, l'éclair qui était le dessert français, on va dire par excellence, avec que des saveurs mexicaines. Donc c'était avec une crème d'avocat au citron vert, avec du guacamole et avec du tabasco. Ah oui. Et un petit insert d'haricots rouges.
Donc c'était assez surprenant. C'est original. Et c'était, mais vraiment, j'ai été moi-même, j'ai été surpris de l'équilibre et des saveurs. En fait, on avait vraiment toutes les saveurs du Mexique en sucré. Et on avait cette gourmandise là aussi, parce que bon, le but c'est quand même de rester dans la gourmandise, c'est pas que mettre des goûts pour mettre des goûts. Et en faisant goûter aux Mexicains, qui n'ont pas forcément aussi l'habitude des desserts, ils ont retrouvé tous les marqueurs qui mangeaient au quotidien. Donc vraiment, c'était vraiment un équilibre et une alliance des deux pays et des deux cultures assez intéressante. Ouais, effectivement, c'est original. C'était vraiment top. Et il y avait aussi quelques petites graines de chia dessus. Voilà, et j'avais fait aussi il y avait un petit zeste de tequila, je crois, il me semble. Ah oui. C'est ça. Et j'avais mis un peu de tequila aussi, histoire d'arrondir les angles. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour un repas du dimanche midi? Alors le dessert parfait, je pense que c'est ou le baba au rhum, enfin le rhum au baba. Ou alors un Paris-Brest. C'est vraiment les choses vraiment bien où on sait qu'on va taper dans le mille avec tout le monde. Parce que le but c'est quand même de faire plaisir au plus grand nombre. Et le dimanche midi, on est souvent en famille, souvent avec il y a tout un panel de générations de goûts et de saveurs qui sont représentés à une table. Donc le mieux c'est vraiment de rester sur les classiques et les bons classiques. Mais le baba au rhum, c'est quand même... tu vois, s'il y a des enfants ou des plus jeunes, ça peut aussi... Enfin, comment est-ce que tu ferais, justement, pour l'adapter aussi à des plus jeunes? Après, c'est vrai que on peut faire un baba, mais sans alcool. Ça fait avec un sirop, avec un sirop avec un goût très marqué, aux fruits de la passion. On peut mettre on peut vraiment mettre des zestes d'orange, des écorces, pourquoi pas un peu de yuzu. Vraiment des choses qui vont mettre en avant le baba en lui-même. Parce que bon, c'est vrai que le baba, c'est quand même... En soi, c'est juste une brioche sèche. Donc c'est le sirop qui fait tout en fait. C'est vraiment l'imbibage et la crème aussi qu'on accompagne sur le dessus ou à l'intérieur, quoi que ce soit. Voilà. C'est vraiment d'allier cette gourmandise. Mais c'est vrai que l'alcool, on peut mettre la petite bouteille de rhum à côté et voilà. Et le servir pour les adultes et pour les enfants le garder qu'avec des goûts vraiment intéressants mais sans alcool. Ok, donc pour qu'il s'adapte à tous, des goûts francs, c'est ça, avec un sirop vraiment, qui est vraiment du peps, ça. quoi. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Je crois que je m'étais lancé c'était un macaron au chocolat, parce que j'avais vraiment goûté des macarons de Pierre Hermé quand j'étais plus petit. Parce que j'habitais sur Avignon quand j'étais petit jusqu'à mes 20 ans. Et je crois que mes parents m'ont ramené parce qu'ils sont partis en week-end ou en vacances, je sais plus, sur Paris. Ils m'ont ramené des macarons de Pierre Hermé. Et c'est vrai que j'avais jamais goûté avant et en goûtant ça, je me suis dit dans une bouchée, on peut vraiment faire tout ça. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien essayer de refaire ça. Mais je crois que la première pâtisserie que j'ai essayé de vraiment faire, c'était des macarons au chocolat, Et ça, du coup, ça correspond aussi à ta première claque entre guillemets de pâtisserie où tu t'es vraiment dit c'est incroyable. La vraie claque de pâtisserie, vraiment autre que les gâteaux qu'on pouvait goûter n'importe où. C'est Pierre Hermé. C'est vraiment, et c'est de là en fait je me suis dit cette personne là, j'ai envie d'aller vers ça, de tracer un peu. Sa route, d'aller dans ce sens-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement marqué que je me suis dit si on arrive à faire ça avec un gâteau, c'est que c'est un métier très intéressant et c'est quelque chose qui est pas commun. C'est vrai qu'on arrive rarement à travers quelque chose à donner des émotions, à donner de l'envie et à donner vraiment à rendre quelque chose de très simple inoubliable. C'est vrai. Et ta dernière création, du coup, c'était quoi? Alors, la toute dernière, justement, ça fait encore une petite boucle. C'était encore pour le Mexique. Ça s'est fait il y a quelques semaines. C'était pareil, mais c'était en forme de Paris-Brest. C'était vraiment un chou aux saveurs mexicaines quand j'avais travaillé avec un binôme mexicain.
D'accord. mais qui est pas du tout pas de pâtissier. Hein, c'est un jeune étudiant mexicain qui est sur Paris et qui fait vraiment ses études en biologie sur Paris à la Sorbonne. Et c'est avec toujours le festival Que Gusto. Ils ont organisé une rencontre à faire un dessert à 4 mains avec un étudiant et un chef pâtissier. Et on a, à travers lui, on a échangé. Il m'a expliqué, lui, ce qui était pour lui ses goûts d'enfance, ses marqueurs à lui de dessert. Parce que c'est vrai qu'au Mexique, il n'y en a pas, c'est pas ouf. Donc, et moi, à travers mon expérience et ma pâtisserie, c'était de faire un gâteau qui rassemblait ses goûts et qui rassemblait la France. Enfin, vraiment le marqueur français. Et c'est vrai qu'on est parti sur le Paris-Brest parce que c'est pareil, c'est aussi un gâteau qui est emblématique et qui pour moi aussi que j'aime beaucoup. Et on a fait en fait un chou Paris-Brest avec de la farine de maïs, avec pareil des graines de chia. C'était une crème c'est de cajeta. Donc le cajeta, c'est comme nous, c'est un peu de la confiture de lait mais au lait de chèvre. Ok. Et c'est assez prononcé, enfin c'est un peu moins sucré que la confiture de lait et un peu plus prononcé en fermentation. Donc c'est très intéressant. Donc c'était une crème qui est faite à base de ce produit. Et à l'intérieur, on avait un praliné cacahuète au tabasco. Et des éclats de nougatine d'amarante. Donc l'amarante, pareil, c'est une graine et une plante qui pousse au Mexique. Et donc voilà, c'était intéressant d'avoir vraiment tous ces marqueurs à lui et de le retranscrire dans un de mes desserts. Et qui, pareil, en le goûtant, il s'est dit, ah oui, ça correspond vraiment à ce que je t'ai dit et à ce que j'ai ressenti, à ce que j'ai en tête, parce que bon, c'est important de représenter la chose concrètement, pas que sur le papier. Et c'était vraiment très intéressant de faire cet échange là et d'avoir encore une fois de toucher dans le mille avec des goûts que je connaissais pas, parce que c'est vraiment, il m'a fait découvrir la cajeta, c'est quelque chose qui m'a fait découvrir parce que c'était vraiment inconnu pour moi. Et j'ai su avec des essais, son expertise et les conseils un peu de pas mal de personnes retranscrire son goût dans un dessert français. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu aimerais bien refaire, justement, peut-être avec d'autres cultures J'adore, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de m'imprégner des cultures, de différentes cultures ou nations, en France aussi, parce qu'il y a, il y a tellement de régions, c'est tellement vaste, ou alors à travers le monde, et de m'imprégner, de retranscrire les choses à ma manière, comment je les perçois, comment les gens les perçoivent aussi, et ça crée vraiment un échange. Et c'est très très intéressant, et je pense que ça, c'est vraiment notre métier qui peut vraiment nous le permettre, de créer des échanges avec les gens et d'aller, on va dire, dans leur intimité, façon de parler, mais vraiment d'aller dans leurs émotions, dans leur ressenti, dans leur passé, voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, et ça met vraiment du piment à la création, parce que c'est pas que pour soi. Et c'est intéressant de créer pas que pour soi, mais de vraiment d'aller dans le sens des autres, de comprendre aussi les autres. On découvre des gens, on découvre des vies, on découvre des émotions. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce métier-là qui m'a permis d'aller plus loin que la pâtisserie. En fait, on découvre les gens à travers la pâtisserie, et c'est très intéressant. C'est vraiment c'est un livre ouvert sur beaucoup de choses. C'est ça, et je pense que c'était aussi un peu, tu vois, mon ambition avec Papy, justement en tournant les interviews, en anglant tout mon projet plutôt justement sur les goûts, les saveurs. Je trouve que ça révèle beaucoup aussi de l'univers de chaque pâtissier. Complètement. Et je trouve que c'est une belle manière en fait d'apprendre à les connaître et à te connaître, à vous connaître. Je trouve que c'est une belle manière de faire ça. Ah, mais ça, c'est génial, c'est vraiment parce que chacun a vécu sa vie, a vécu son parcours, à ses souvenirs, voilà. Et on arrive maintenant à retranscrire ce qu'on a vécu.
Donc forcément, le même gâteau ne sera jamais le même en fonction du pâtissier qui l'a créé. Parce qu'il y aura une note, si c'est un breton, il y aura peut-être un peu de beurre salé. Si c'est moi je viens du sud et j'aime bien mettre de l'huile d'olive. Donc voilà, il y a en fonction des régions, en fonction de ce qu'on a vécu, une seule pièce, un seul gâteau ou une seule pâtisserie peut être complètement différente. Ouais, puis en plus, je trouve que tout le monde connaît des goûts différents et c'est ça que je trouve intéressant quand tu disais, tu vois, que tu avais découvert des goûts. Je pense que c'est aussi un des avantages de faire ça. Totalement. C'est intéressant parce que n'importe qui, c'est vrai que comme je dis souvent dans mes équipes, tout le monde est important parce que moi, j'ai pas la science infuse, je suis pas Dieu, je connais beaucoup de choses, mais je connais pas tout. Et même un stagiaire ou un apprenti peut nous faire découvrir des goûts parce que je sais pas, il peut venir, il a fait un voyage en Argentine, il a découvert ça, il dit tiens chef, est-ce que vous connaissez? Je connais pas, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est vraiment un échange et tout le monde à son niveau peut apporter quelque chose. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment s'ouvrir aux autres. Et plus on s'ouvre aux autres, et plus on avance soi, en fait. Effectivement. Et ça représente quoi pour toi, la pâtisserie, plus généralement? Alors moi, la pâtisserie, c'est la gourmandise. C'est vraiment la gourmandise, le plaisir et le partage. Parce que c'est vrai que j'aime rarement manger un gâteau seul. Oui. Et comme pour tout d'ailleurs, j'aime rarement aller au resto seul ou au ciné seul. J'aime vraiment partager les choses. Et c'est vrai que la pâtisserie, ça correspond totalement à ça. Et on se fait plaisir, on voit les autres heureux aussi. Et c'est génial. On kiffe le moment. Et c'est cool. C'est ça, puis je trouve que c'est aussi un peu le plus de la pâtisserie par rapport à la cuisine, c'est que autant la cuisine t'es obligé d'en faire pour te nourrir, autant la pâtisserie c'est beaucoup plus du plaisir, c'est forcément du plaisir à l'origine, la gourmandise. Totalement, et c'est vrai que quand je dis souvent aussi à mes équipes, quand on est dans un restaurant, nous on est en gros, on est ceux qui sont inutiles, parce que quoi qu'il arrive, un dessert, personne n'est obligé de le prendre. Oui, mais tout le monde en veut. Tout le monde en veut, mais on est obligé de rien. On va dans un restaurant, on va forcément prendre ou une entrée, un plat ou qu'un plat. Mais le dessert, personne ne vient au restaurant que pour prendre un dessert. C'est rare. Mais moi, je serais capable. Moi aussi. Mais personne ne vient que pour dire je veux un dessert. Donc quoi qu'il arrive, faut se dire que on n'est pas obligé de servir. Donc il faut en fait déclencher l'envie, il faut déclencher quelque chose parce que après si on a bien mangé, on n'a pas forcément dire je vais manger une mousse au chocolat, je sais pas, mais s'il y a quelque chose qui donne envie, ou même rien qu'en début de repas, déjà s'il y a ça reste ancré en tête, on se dit tiens, même si j'ai pas faim, je vais peut-être me laisser une petite place, on va voir pour le dessert. Mais voilà, on a cette mission de déclencher quelque chose parce que si on a une carte qui est simple bateau, il y a 60% de chances qu'on passe à côté et qu'on ne serve à rien. Donc c'est pas le but, c'est quand même d'être utile. Donc c'est vrai que on doit savoir déclencher quelque chose, donner envie, créer quelque chose. Et c'est vrai qu'en cuisine on l'a moins parce que aussi on va dans un restaurant, on va pour manger, on a cette mission supplémentaire. Oui, puis t'as raison, c'est vrai que tu vois, ça se passe aussi beaucoup au tout début, parce qu'en vrai, on fait tous ça, de regarder la carte du dessert au début, même si on se dit j'attendrai de voir à la fin du repas. Mais on se dit tiens, celui-là, on va voir. Je me le mets de côté, on sait jamais comment se passe le repas et je peux tomber dessus. Mais si on a un truc très bateau qui donne, on va même pas forcément le regarder, on regarde les 2 premiers desserts et on se dit on va se concentrer sur une bonne côte de bœuf. On verra. On verra après. C'est vrai. Tu fais aussi beaucoup de formations en pâtisserie. Ouais. À quel moment est-ce que toi tu as commencé à t'intéresser à ce pan du métier? En fait, je me suis toujours plus ou moins intéressé quand j'ai compris que j'avais acquis de certaines bases et que je pouvais m'en servir, commencer à créer, commencer à avoir ma propre pâtisserie. Je me suis dit, maintenant, peut-être que c'est à mon tour de transmettre ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, parce que de garder pour soi, moi je vois pas l'intérêt de garder tout pour soi, de se dire c'est mes recettes, c'est super, je fais mes gâteaux dans mon coin.
c'est pas mon délire. Donc je me suis dit, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai créé, tout ce que la fibre que j'ai eue en pâtisserie, j'ai envie de la transmettre parce que c'est vrai que c'est un tellement beau métier que j'ai envie à mon tour de faire avancer les gens, de leur découvrir la pâtisserie autrement, parce que quoi qu'il arrive, c'est vrai que là on est à Paris et voilà, la pâtisserie à Paris, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est central. On est en avance sur beaucoup de choses, il y a des innovations permanentes, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de très grands chefs. Et on se rend compte que quand on sort de Paris, en fait, la pâtisserie n'est pas autant évoluée. Et les gens sont toujours à des fois restés comme dans les années 90 ou 2000, où voilà, c'est vraiment les choses assez simples, très, très basiques. Et il n'y a pas encore, bon, ça commence parce qu'il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de choses, mais il y a toujours les goûts qui sont très, très basiques, il y a toujours les formes, des idées pour parfois arrêter sur les gâteaux d'aujourd'hui. Et il faut montrer les choses parce que les gens, sur une photo, sur une vidéo ou sur n'importe quoi, on se fait vite une idée. Mais on ne sait pas comment c'est fait, la création, le pourquoi du comment. Et si on n'explique pas et si on ne montre pas et si on reste focalisé sur juste voilà, c'est un gâteau comme ça et c'est pas autrement, on n'arrivera pas à faire avancer les mentalités, le pourquoi le gâteau, un éclair il est à 5 € alors qu'on peut l'avoir à 2,50 €. Voilà, il faut expliquer les raisons. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en faisant des cours de pâtisserie aux particuliers ou même aux professionnels, mais en dehors de Paris, on arrive à leur montrer que voilà, on a du beurre qui est du vrai beurre, qui vient de Normandie ou même de n'importe où. On a de la crème qui est de la vraie crème. On a du chocolat qui est du vrai chocolat, qui est sourcé, qui est important sur les différents pourcentages de chocolat. On a de la vanille il y a toute une gamme différente de vanille. On a du sucre voilà, même le sucre, on peut vraiment partir sur du sucre qui est de très mauvaise qualité et avoir du sucre de très bonne qualité forcément qui a un impact. La farine, pareil, donc tous les produits comme ça basiques peuvent être déviés et peuvent avoir une gamme de prix et de qualité complètement différente. Mais si ça, on ne l'explique pas, personne ne peut comprendre pourquoi on a une tarte aux pommes à 1,40 € à Auchan et pourquoi on peut acheter une tarte aux pommes à 25 € chez un très grand pâtissier. Mais parce que la poudre d'amande, c'est pas la même, parce que le sucre, c'est pas le même. Et ça, si personne ne l'explique et qu'on dit voilà, moi j'ai ma tarte aux pommes à 25 €, ils disent moi je m'en fous, hein, le but c'est de manger un gâteau. Et donc voilà, si on n'explique pas et on montre pas et ils comprennent pas et si on n'arrive pas à faire comprendre la différence, forcément les gens vont rester butés sur forcément le moins cher parce que dans l'idée c'est d'expliquer voilà pourquoi le pourquoi du comment. Mais pourquoi avoir choisi, tu vois, spécifiquement la formation ? Du coup, tu formes des particuliers et des pros. Un peu tout le monde. Parce que, tu vois, dans le sens où quand tu manages une équipe, tu formes, tu transmets aussi d'une certaine manière et tu transmets ta vision. Ça, c'est sûr. Mais c'est parce que j'aime aussi avoir des apprentis pour justement former au métier en lui-même. Parce que c'est le métier qu'on fait avancer. Ça, parce que c'est vraiment les générations de demain. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de formateurs qui ont voulu faire avancer les choses et voilà, ça en est là aujourd'hui. Mais pour justement, pas généraliser, mais avoir une pâtisserie, on va dire, à la maison qui devient aussi beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, n'importe qui, une mère de famille, je sais pas, qui au lieu d'acheter 25 paquets de Prince, de Lu ou de granola, décide de se faire des sablés maison avec un peu de pâte à tartiner ou de praliné parce qu'elle a vu ou alors parce qu'on lui a montré, forcément ça éveille le palais. Et après ça, en fait, c'est vraiment infime, hein. Je ne veux pas dire qu'on va révolutionner le monde de la gastronomie, mais voilà, ça amène déjà un palais différent un peu aux enfants qui vont se construire dans des goûts complètement différents, connaître le vrai goût des choses et pas se formaliser sur tout ce qui est industriel et tout ce qu'on apprend depuis toujours. Et c'est vrai que c'est important aussi parce qu'il n'y a pas que les professionnels et il n'y a pas que notre métier qui compte pour avancer, mais il y a tout le reste autour parce que si
on venait dans notre microcosme à nous de chefs, de professionnels, voilà, et qu'on ne prend pas en compte tous les potentiels clients et tout le reste de la population, c'est dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose. Et on peut, je sais pas, peut-être qu'avec les formations que j'ai faites, j'ai peut-être déclenché 3-4 émotions et on se dit, tiens, moi j'ai envie de faire ce métier-là plus tard aussi, pourquoi pas. Et voilà, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment essayer de faire avancer les choses, les mentalités et de se faire plaisir aussi, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup transmettre et c'est quelque chose qui me plaît. Après, si ça plaît, c'est vraiment c'est aussi un métier à part entière, parce que c'est différent d'être dans une cuisine, d'être avec des professionnels et de leur dire voilà, il faut faire ça comme ça, tu t'es trompé, c'est ça, comme ça, que d'être avec des gens qui connaissent pas forcément grand chose et leur expliquer, d'être derrière eux, de leur montrer, de leur dire, de leur faire, c'est vraiment un métier à part entière. Et ça, j'aime beaucoup aussi avoir ce temps-là, être dans la pédagogie. Et c'est très intéressant, mais il faut savoir le faire. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. C'est une envie. C'est quelque chose qui me plaît en fait de faire ça. Et comment est-ce qu'on apprend, tu vois, le vrai et le bon goût des choses ? Tout simplement en allant, par exemple, chercher chez les producteurs, en allant vraiment aller au plus près de la matière première. Et que j'aime bien aller chercher, par exemple, dans le sud, quand je vais à l'Île-sur-Sorgue, aller sur les marchés, aller voir des producteurs que je commence à bien connaître. Ils me disent, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Voilà, c'est vraiment avoir le vrai goût de la figue, vraiment avoir et aller au top de la saisonnalité. C'est vrai que voilà, des fraises, on va pas aller maintenant manger des fraises maintenant si on en cherche, c'est qu'elles viennent pas du bon endroit. Voilà, c'est vraiment à prendre le produit en fait au plus près de leurs origines et ceux qui le font. Ouais. C'est vrai que c'est important aussi d'avoir des gens passionnés qui font les choses pour la qualité et qui prennent du plaisir à le faire. Ça, c'est très important de prendre du plaisir à faire les choses. Et on le ressent sur n'importe qui, dans n'importe quel métier de bouche comme nous. Si la personne prend du plaisir à le faire, on verra vraiment la différence. Oui, ça c'est sûr, et j'en avais parlé aussi beaucoup avec Étienne Leroy, oui. C'est ce qu'il me disait. Il me disait vraiment, si on ne fait pas les choses avec amour et avec envie, ça se ressent direct. Mais après, donc la première étape, c'est d'aller chercher ces produits au plus proche des producteurs. Du coup, après, la deuxième étape, c'est de travailler le produit. Et là, comment est-ce que tu apprends à bien travailler un produit, à bien l'appréhender, à le reconnaître, et tu vois, à transmettre son goût aussi, parce que on peut avoir une très bonne fraise si on cache son goût avec un... tu vois, donc comment est-ce que tu apprends ça ? C'est vrai que et comme je dis souvent, la première des choses, c'est aller dans la simplicité. Avant de vouloir faire des trucs exceptionnels avec 25 saveurs, des textures de ouf, des machins, des trucs, c'est pour connaître ce qu'on fait et connaître le goût des vraies choses, c'est d'être dans la simplicité. Si on veut une belle tarte aux fraises, on va faire une tarte avec une belle poudre d'amande, du beurre, avec pourquoi pas une crème d'amande, une petite confiture de fraises et des fraises dessus. Voilà, c'est vraiment, on va dans la simplicité, comme ça on arrive à reconnaître le goût et les marqueurs qu'on veut. Et une fois qu'on a cette simplicité et qu'on sait la maîtriser, parce qu'il faut maîtriser, le plus simple c'est de maîtriser, le plus dur c'est de maîtriser les choses simples. Ouais. C'est vraiment le plus compliqué, parce que du coup il n'y a rien qui cache rien. C'est brut, c'est comme ça. Et si on n'a pas ce goût-là aussi, ou si c'est pas franc, net, ça se voit direct. Ouais. Donc c'est vraiment de maîtriser cette simplicité pour pouvoir après construire derrière des choses plus complexes, avec des saveurs qui vont venir en arrière-plan, en second plan, qui vont venir équilibrer, qui vont venir assaisonner, qui vont venir comme on dit à des fois, faire comme un ping-pong, venir en avant, en arrière. Voilà, c'est vraiment, une fois qu'on arrive à maîtriser le simple, on peut faire des choses plus complexes, avec des goûts différents, avec des textures, avec quelque chose qui va venir plus fondant, plus croquant, quelque chose qui va venir au milieu, avoir une petite surprise. Voilà. Une fois qu'on arrive à faire ça, on peut s'amuser progressivement à avoir des étapes plus complexes.
mais toujours en ayant en tête le marqueur du goût. C'est vraiment ça qu'il faut jamais s'enlever de la tête, c'est ce marqueur du goût. Et après, derrière, on construit. Donc ça, c'est comme ça, toi, que tu apprends pendant tes formations, vraiment en disant, là, on a une fraise, comment est-ce que d'abord on la travaille le plus simplement possible pour faire... Tout à fait. On la travaille le plus simplement possible et après, derrière, une fois qu'on a toutes ces bases, on peut commencer à se faire plaisir et non pas l'inverse. C'est pas commencer à faire tout ce qu'on voit dans le meilleur pâtissier, Top Chef, tout truc comme ça parce que si on le voit, c'est qu'il y a derrière, il y a eu beaucoup de travail, mais de le refaire mais sans le comprendre le pourquoi du comment et sans avoir d'idée du goût de ce que ça peut avoir, c'est dommage. Enfin, il n'y a pas d'intérêt particulier. C'est vraiment l'idée, c'est après ça dépend comme si on veut juste refaire. Chacun voit les choses comme il veut, mais l'idée c'est vraiment si on veut comprendre le produit, comprendre le goût et comprendre les choses, c'est de commencer par les bases et de monter petit à petit. Et du coup, être vraiment aussi dans cette compréhension, de voir comment est-ce que le produit réagit avec telle ou telle chose. Tout à fait, c'est vrai. Et c'est ça aussi qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup quand on commence à créer, c'est d'avoir une idée ou une base de quelque chose, d'un produit, et de commencer à s'amuser avec qui va s'entendre, quoi. On va dire, on va commencer un peu à le chatouiller et on va voir est-ce que si on prend cette route ça va, est-ce que avec ça va et c'est comme ça aussi qu'on peut découvrir des associations assez sympathiques et ou pas. Il y a eu beaucoup de ou pas aussi. Par exemple, qu'est-ce qu'une saveur que tu as testée, une association qui fonctionnait pas du tout? Une saveur que j'ai testée et qui était très bizarre. J'ai testé dans un cake au citron et de la lavande. Ouais. Et c'était pas concluant du tout. C'était pas. Après la lavande, j'arrive de temps en temps à l'associer à quelque chose, mais c'est très compliqué. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup d'amis avec la lavande. Oui, mais ça déjà c'est une étape. Oui, c'est une étape longue parce que la lavande, avant d'utiliser de la lavande. C'est sûr. Il faut quand même déjà passer. Mais du coup, pour voir ces associations de saveurs, donc si on reprend la fraise, parce que là c'est l'exemple que j'ai en tête, est-ce que tu goûtes la fraise, je sais pas, par exemple avec du yuzu, mais les deux produits bruts, ou est-ce que directement tu les travailles, peut-être dans un petit truc pour commencer? En fait, ça dépend les envies qu'on va avoir, mais c'est vrai que l'idée, c'est j'aime beaucoup goûter les deux produits bruts. Ou deux ou trois, ou vraiment les associations que j'ai en tête, j'aime bien les goûter déjà séparément et après les goûter ensemble pour voir vraiment comment ça match au niveau du palais et après on peut commencer à travailler au niveau de quelle texture et comment on veut les avoir, mais c'est vrai que la première base c'est vraiment le produit brut pour voir comment il réagit et comment moi je l'appréhende. Très très clair. Pour toi, c'est quoi la première chose à apprendre en pâtisserie? Alors, c'est déjà de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Et comme je dis toujours, on apprend d'abord toutes les bases. C'est vraiment d'apprendre les bases. On fait une belle pâte sucrée. On essaie de faire une crème pâtissière ou une crème d'amande. Commencer après, pourquoi pas, le feuilletage. Enfin, voilà, c'est vraiment d'apprendre tout ce qui est base. Si on veut pas se dégoûter, parce que ce qui est important, c'est de ne pas arriver à se dégoûter, parce qu'on peut très vite, si on a raté 15 fois le truc, on peut vraiment lâcher et dire non, ça m'a saoulé, c'est trop compliqué, c'est pas mon truc, ça sert à rien, j'y arriverai jamais, quoi que ce soit. Et c'est parce que des fois, on veut se lancer dans quelque chose qui est trop compliqué, donc il faut toujours commencer par les choses après simples. Ou pas, ça dépend, mais il faut vraiment avoir une base de tout. C'est comme si on veut construire un immeuble, si on n'a pas de fondation, il ne va pas aller bien haut. Donc c'est vrai que le but c'est vraiment de commencer par vraiment les bases. La base, faire réussir une belle pâte à choux, mine de rien, c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est ça. Il va réussir un beau fond de tarte qui ne retombe pas, qui reste bien croquant, qui est imperméabilisé,
qui a du goût, qui est pas fade, parce que voilà, il faut c'est très important d'avoir vraiment et d'avoir les techniques aussi, parce que forcément ça se prend pas comme ça, et dans les livres ou dans les tutos ou dans les trucs comme ça, il n'y a pas forcément toutes les techniques, ou si on fait une erreur, il y a personne qui va te dire non, c'est pas comme ça. Donc non, c'est vraiment très important de savoir les bases pour pas se dégoûter, pour avoir envie de continuer. En fait, avoir envie de refaire, de continuer, de se dire, parce que si on n'a pas ça, on va pas se déclencher l'envie si on réussit pas, en fait, on n'a pas l'envie de continuer et d'avancer. Donc si on a ces bases-là, qu'on réussit, on va avoir envie de faire autre chose, d'être un peu plus complexe. On va essayer de faire un peu comme on le voit pour soi. Et voilà, c'est ces choses-là qui sont très importantes, mais en y allant progressivement, encore une fois, c'est vraiment c'est la clé, je pense, de notre métier, c'est d'y aller progressivement et d'y aller avec les bases. Vraiment, pour moi, c'est ce qui est essentiel. Oui, c'est ça. Avant de faire une pâte feuilletée, autant commencer par une jolie pâte sucrée. Voilà, quoi. Déjà, c'est sûr. Après, justement, on peut se lancer dans le feuilletage et dans quoi que ce soit, mais je pense, à mon avis, pour pouvoir réussir un feuilletage, il faut réussir d'abord une pâte sucrée. Parce que c'est tellement compliqué un feuilletage que si on va le rater 20 fois, on va me dire, j'ai pas envie de faire... pas envie de me le relancer dans une tarte ou quoi que ce soit, je vais encore la louper, je vais encore la rater, non c'est bon merci. Et au contraire, si on réussit une belle tarte, on dit tiens, je vais essayer de me faire un millefeuille ou quoi que ce soit, et voilà, on a cette envie de réussir autre chose. Et après on peut commencer à créer quand justement on maîtrise toutes ces bases, on a compris quels ingrédients fonctionnent avec quels ingrédients, et là on peut commencer à créer, à s'inspirer aussi, parce que bon, c'est vrai que c'est tellement vaste qu'on a tellement déjà fait beaucoup de choses, qu'il y a tellement de recettes complètement différentes et des goûts, des associations qui sont déjà très 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 poussées. Donc on peut commencer aussi à essayer de comprendre aussi sa pâtisserie, parce que bon, on peut avoir des idées, mais peut-être qu'après ça nous correspond pas forcément. Donc déjà essayer avec des recettes plus complexes, et après essayer de faire en fonction de soi et des goûts et de ce qu'on a envie. Et faire en sorte que ça nous corresponde. Exactement. Jamais oublier ça. Toi, c'est quoi la chose que tu préfères enseigner ? Alors ça peut être une technique, ça peut être, je sais pas, une façon, une vision. Et toi, qu'est-ce qui te tient à cœur ? Alors, ce que j'aime beaucoup enseigner, c'est le chocolat. C'est vraiment la compréhension du chocolat, parce que c'est vrai que c'est quelque chose il y a beaucoup de réticents au chocolat. Alors qu'en fait, il faut juste le comprendre. Et si on le comprend, tout roule après. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup apprendre le chocolat, construire autour du chocolat. On va dire déstigmatiser le chocolat, le rendre accessible. Et moi je trouve qu'à la fois le chocolat, en fait ça, tout le monde adore, et en même temps je trouve que tu vois quand tu le fais, je sais que tu vois, moi des fois j'ai souvent moins de mal à essayer de faire des desserts à base de fruits, parce que je trouve que c'est tout de suite plus simple de faire quelque chose qui soit plus léger. Je trouve que le chocolat c'est très dur à maîtriser, justement à arriver, quand tu débutes, quand t'es pas pâtissier, à réussir justement à faire quelque chose qui soit pas du tout trop écœurant, qui soit assez léger. C'est sûr, c'est vrai que justement, qu'on a le chocolat, on peut très vite être dans la lourdeur, dans l'écœurement, dans quelque chose qui donne moins envie. Et c'est vrai que c'est justement ce que j'aime bien, c'est de rendre les choses, on va dire, en apparence un peu complexes, les rendre beaucoup plus souples et faciles, et se dire finalement, parce que c'est vrai que le chocolat en lui-même c'est quelque chose de très brut, mais qui a un profil aromatique qui peut s'associer avec beaucoup de choses et qui peut en fait être un complément, ou alors même un assaisonnement de quelque chose, ou alors même être allégé, être assoupli, être même rafraîchi. Donc on peut, mine de rien, c'est brut,
mais il peut s'accommoder avec beaucoup de choses. Toi, c'est quoi ton principal conseil justement pour éviter de faire un dessert qui soit trop lourd Au chocolat ? Ouais. C'est pas forcément rester que sur le chocolat à proprement parler, parce que justement on peut se permettre de l'associer avec beaucoup de choses. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus acide. Faut contraster avec le chocolat qu'on a. Par exemple, si on a un chocolat qui est assez acide, on peut essayer d'avoir quelque chose de plus doux derrière. Si on a au contraire un chocolat qui est très doux, qui va être un peu plus sucré, essayer de l'associer avec quelque chose de beaucoup plus acide. Voilà, et on peut contrebalancer, un peu l'assaisonner pareil. On peut mettre un peu de fleur de sel qui va donner une autre rondeur au chocolat. On peut mettre de la vanille, du chocolat avec de la vanille. Ça change complètement le profil aromatique du chocolat. C'est vraiment très intéressant en fait de le magnifier et de le transformer d'une manière qui le fait un produit beaucoup plus souple. Très bien, merci. C'est quoi toi l'ingrédient que tu adores travailler plus que les autres ? Ton ingrédient chouchou un peu, est-ce que c'est aussi le chocolat ? Alors le chocolat, mais c'est vrai que ce que j'aime particulièrement c'est l'huile d'olive. J'aime vraiment utiliser l'huile d'olive en dessert et je trouve que ça apporte un supplément d'âme complètement différent. Ça apporte vraiment un twist qui est pas forcément commun, parce que c'est vrai que l'huile d'olive, c'est pas non plus quelque chose qui est très très utilisé et répandu en pâtisserie. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la travailler et pour cuire les fruits par exemple, je les cuis toujours dans l'huile d'olive. Pour un praliné par exemple, je mets toujours un peu d'huile d'olive dans un praliné. Il y a toujours cette petite touche qui vient assaisonner un peu tous mes desserts. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est un marqueur et en plus, l'huile d'olive est complètement différente aussi en fonction des producteurs, en fonction aussi des saisons, en fonction des huiles. Donc on peut aussi jouer sur ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut avoir une huile d'olive qui est beaucoup plus fruitée, qui est beaucoup plus marquée, qui est beaucoup plus puissante et ça peut aussi donner, ça peut avoir un côté assaisonnant au dessert. C'est très intéressant parce qu'on peut jouer. En fait, une huile d'olive peut complètement aussi changer un dessert parce qu'elle a un profil aromatique qui va mieux s'associer avec quelque chose qu'un autre et c'est super intéressant. Et après, est-ce qu'au contraire, il y en a un qui est beaucoup plus compliqué à appréhender ? C'est pas forcément un ingrédient que tu n'aimes pas, mais qui te donne toujours plus de fil à retordre. Alors, le fil à retordre, pour moi, c'est le réglisse. Oui. C'est parce que c'est quelque chose qui est tellement marqué en saveur que l'associer avec quelque chose, c'est assez complexe et c'est très prenant au niveau du palais. Donc pour arriver à le contraster ou alors à le faire, on va dire, se soustraire à un autre goût, c'est très complexe et c'est vrai que c'est où on veut quelque chose au réglisse, on mange un macaron au réglisse, un éclair, voilà. Mais avoir vraiment quelque chose autour du réglisse, c'est assez complexe. Pour moi, c'est vrai que le réglisse, c'est un goût qui est plus compliqué à apprivoiser. Puis c'est clivant. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose ça peut vite être même écœurant ou vite être qui correspond à rien. En fait, on peut vite se perdre. On peut vite se dire c'est du réglisse avec de la framboise et de l'estragon, mais je ne vois pas pourquoi il y a du réglisse ou pourquoi il y a de la framboise. Ouais. Donc là, il peut vite avoir des trucs sans intérêt. Donc c'est vrai que l'association avec le réglisse c'est assez complexe pour moi. Et est-ce que tu as 3 conseils à donner à un apprenti ou une apprentie pâtissière ? Alors c'est déjà d'être curieux. C'est plus on essaye de se renseigner et plus on essaye de voir ce que font les autres et de se cultiver au niveau de la pâtisserie. Et plus en fait on va s'enrichir de notre bibliothèque gastronomique au niveau du palais, au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment la curiosité. Après pour moi il y a être gourmand, parce que c'est vrai que
si on fait des gâteaux et qu'on n'aime pas manger des gâteaux, moi c'est un petit peu dommage. Ouais. Bon après, je dis pas non plus de s'empiffrer tous les jours, mais voilà, de prendre du plaisir à manger ce qu'on fait en fait. Ça c'est très important. Et après d'être dans le partage aussi. Parce que forcément, quand on commence, on a envie de faire mieux que les autres si on trouve une recette, je vais la faire pour moi et les autres on s'en fout. C'est dommage parce que c'est pas forcément ça l'essence du métier. C'est vraiment, enfin, après c'est ma vision, hein, c'est vraiment de partager. Un gâteau généralement on le partage. Donc Ouais. l'idée c'est d'être dans cette idée-là, de pas tout garder pour soi et de partager, de commencer déjà dans cette idée que une recette ou une idée ou quelque chose, forcément on va essayer de la travailler pour soi, mais après on va pas pouvoir la garder à vie. Elle va vivre au gré de son envie, et que voilà, si on veut tout garder pour soi, c'est dommage, on loupe quelque chose. Et du coup, un troisième conseil? Et le troisième, c'est la motivation, hein, de jamais rien lâcher, de se dire que quoi qu'il arrive, si c'est quelque chose qui est ancré en soi, faut y aller, quoi. Faut se dire, il y aura des échecs, ça c'est sûr. Ça, il y aura des échecs, il y aura des coups durs, il y aura des ratages, il y aura des choses plus complexes que d'autres. Mais si on est motivé, si on a l'envie d'y arriver, forcément ça va marcher. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des Oui. saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle? Le sucré, hein, la douceur. Avignon, en 3 saveurs, ça donne quoi? Alors ça donne lavande, huile d'olive et fleurs d'oranger. C'est quoi, toi, ton péché mignon? Les pâtes de fruits. Là, on va rentrer en saison de pâtes de fruits de Noël. Là, ça va être. Là, C'est c'est Une bonne période. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à 4 mains qui aurait des saveurs inattendues? Moi, de toute façon, c'est vrai que comme je le dis souvent, c'est Pierre Hermé, pour moi, c'est the boss. Donc c'est vrai que de créer quelque chose avec lui, j'avoue que ça serait vraiment le top of the pop, hein. C'est vrai, un bel accomplissement, Ouais. quoi. Exactement. Et maintenant, si je te demande d'essayer de créer un dessert au réglisse, justement, qu'est-ce que tu fais? Avec quelle saveur est-ce que tu l'associes? Alors déjà, on va essayer de bien appréhender son goût. Peut-être avec quelque chose d'assez brut, comme des noix, comme pas chercher à aller dans des saveurs trop complexes. Vraiment la noix, noix, noisette, vraiment quelque chose dans ce style-là, vraiment plus rond, plus chaleureux. Très bien. C'est quoi le dernier ingrédient que tu as découvert et qui t'a marqué? Justement, pour revenir au Mexique, la cajeta, donc Ouais. cette confiture de lait ou de lait de chèvre qui est, pour moi, c'est vraiment très très bon. Je m'y attendais pas du tout à avoir un goût comme ça, et c'est très intéressant. Et où est-ce qu'on peut s'en procurer si on veut goûter ça? Alors, on peut déjà sur internet, on peut en commander. Et il y a une petite épicerie dans Paris qui s'appelle Mexiqueur. Et il y en a de temps en temps. D'accord. Après, on peut taper sur Google Oui. Mexiqueur et voir l'adresse, parce que là je l'ai pas en tête. Mais je sais qu'on peut s'en procurer, pas facilement, mais sur Paris en tout cas c'est assez, on peut l'avoir. Mais sinon sur internet on peut facilement se faire plaisir. Très bien. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. Oui. T'es plutôt vanille ou chocolat? Chocolat, Plutôt agrumes ou fruits secs? fruits secs, Plutôt tablette de chocolat ou ganache au chocolat? tablette, Tarte ou macaron? macaron. Et enfin, ton dessert théière ou Oui. ta tarte tatin en trompe-l'œil? La théière, parce que ça c'est vrai que c'est mon petit chouchou, c'est vraiment mon premier vrai bébé qui m'a marqué. Il y a eu une création derrière
très poussée. C'était vraiment il y a eu une réflexion longue. Enfin, c'était vraiment, il y a eu un gros travail derrière qui a abouti à quelque chose qui est assez sympa. Donc c'est vraiment la théière, pour moi, c'est mon petit, peut-être ce qui va me suivre un peu tout au long de ma carrière. Je vais pouvoir un peu l'assaisonner au gré de mes envies, des saisons, au gré de tout. C'est vrai que la théière, celle-là, ça a été un marquant et un marqueur au niveau de ma carrière qui était très, très intéressante, même avec Mokaya qui ont créé ce moule. C'est vrai qu'on a créé aussi tout un lien derrière humain, réel au niveau amitié. Et c'est vrai que on a travaillé vraiment main dans la main et c'était super intéressant de voir la conception sur un ordinateur et après de la voir dans une assiette. On a lié toutes les nouvelles technologies de la pâtisserie et de l'informatique et les tendances du moment. Et c'est vrai que c'était très, très intéressant de voir toutes ces étapes. Et à l'origine, pourquoi est-ce que tu avais choisi la théière en particulier ? Alors parce que à l'hôtel du collectionneur, le thème du Noël 2018, je crois. Ouais, il me semble. 2018 ou 2019, ouais. C'était Alice au pays des merveilles. Ah oui. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, de faire quelque chose d'assez original dans ce thème-là, c'est vrai que c'est à part faire un chapeau de chapelier, mais de faire la théière, c'était quelque chose qui pouvait être un marqueur et on pouvait s'amuser aussi sur la théière parce qu'on pouvait vraiment l'habiller comme on voulait et faire un goût complètement différent dedans. Donc non, c'était pour moi, j'y ai réfléchi et c'est vrai que je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire une théière, c'est un truc original qui va ça change. Voilà, qui en plus quoi qu'il arrive, on pourra la poser au milieu de la table et se dire tiens, il est où le gâteau C'est vrai que c'est un très beau trompe-l'œil et je pense qu'en plus c'est ça, tu peux le décliner à plein de saveurs derrière, tout à fait. donc c'est très chouette. Écoute, merci. Merci à toi. Est-ce que pour terminer, je te laisse le mot de la fin, il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter ? Que faut surtout pas oublier de se faire plaisir et que de toute façon dans la vie le but c'est d'avancer, c'est en tout cas au niveau de la pâtisserie, c'est de créer, de faire des rencontres. Moi j'ai fait énormément de rencontres dans ce métier et que l'humain quoi qu'il arrive est au cœur de notre métier, ça il faut pas l'oublier, que sans les gens autour de nous on peut rien faire, hein. On est un chef ou un pâtissier sans son équipe, sans ses producteurs, sans tous les gens qui gravitent autour, n'est pas grand chose. Ouais. Donc ça c'est très important et ça j'ai vraiment vu dans mon métier que en fait ce qui était le plus important c'était l'humain avant tout parce que on apprend tous les jours en fait. Et c'est en apprenant qu'on avance et c'est en avançant qu'on apprend derrière. Et c'est toutes ces chaînes, ces cercles vertueux qui sont très importants et qui permettent de se forger soi. Et ça c'est primordial de se connaître pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, parce que justement au moins on arrive à cette originalité, cette chose qui est unique en fait, parce que justement on fait comme on le veut, comme on aime et comme on est. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait très plaisir et c'était très intéressant d'avoir aussi ton œil de formateur en pâtisserie. Parfait, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de se rencontrer et d'échanger ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Pierre-Jean Quinonero. D'ici là, prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement.
À bientôt!